Bienvenue. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment se servir de Google Earth, qui est un des outils les plus connus et les plus utilisés pour explorer la surface de la planète Terre. Alors le grand public connaît mieux en général Google Maps, qui offre parfois des fonctionnalités analogues, mais qui n'a pas la même finalité. Google Maps se sert plutôt à, par exemple, trouver des itinéraires selon des routes, ou à trouver l'emplacement de certaines structures commerciales comme des restaurants, des hôtels ou tout autre lieu précis. Google Earth de son côté est plus dédié à l'étude des caractéristiques physiques visibles à la surface de la planète Terre, grâce aux images satellites qui sont aujourd'hui d'excellente qualité. Alors Google Earth existe depuis déjà quelques années et a été très longtemps disponible uniquement via une application de bureau qu'il était nécessaire d'installer sur les ordinateurs. Aujourd'hui, et depuis quelque temps déjà, Google Earth est également disponible directement intégré dans le navigateur Chrome, géré également par Google. Alors la version de bureau, l'application séparée, existe toujours, et elle porte désormais le nom de Google Earth Pro, et elle est accessible gratuitement sur les serveurs Google. Alors la version de Chrome a son intérêt puisqu'elle est plus facile à installer. En l'occurrence, il n'y a pas d'installation requise, simplement un chargement dans la page du navigateur. Et elle est également plus fluide dans la navigation que l'application complète. Simplement, cette application complète, Google Earth Pro, est un peu plus sophistiquée, offre un peu plus de fonctionnalités et permet notamment de mieux gérer les fichiers KML assez complexes et lourds, pour lesquels la version dans Chrome se trouve assez vite limitée. Alors aujourd'hui, je vais parler uniquement de la version Google Earth dans Chrome, puisqu'elle suffit à la plupart des analyses qu'on souhaite mener via cet outil. Pour y accéder, c'est très simple. Il faut déjà ouvrir Chrome. Ça ne marchera uniquement qu'avec cette application, qu'avec ce navigateur. Si on utilise d'autres navigateurs comme Safari, Firefox ou Edge, la version Google Earth ne marchera pas directement en ligne. Elle est intégrée uniquement à Chrome. Donc une fois que j'ai ouvert une fenêtre de Chrome, je peux taper Earth et le premier résultat que j'obtiens en général, c'est celui qui m'intéresse. Surtout si le moteur de recherche est encore une fois Google. En cliquant sur ce premier résultat, j'obtiens une page d'accueil avec une jolie image en fond et quelques onglets qui me permettent d'avoir des informations sur ce logiciel, également des aides ou des tutoriels pour son utilisation. Pour lancer proprement dit le logiciel, il faut cliquer sur un des deux boutons lancer Earth, soit en haut à droite, soit en bas à gauche. Et ici, une nouvelle fenêtre apparaît avec, au bout de quelques secondes, le globe terrestre qui apparaît. Alors souvent, il garde en mémoire la dernière vue de la précédente navigation. Donc je dézoome pour remettre une vue initiale assez classique, par exemple celle-ci. Alors en fond, on a un ciel étoilé qui change en fonction des rotations. Par exemple, ici, on voit la Voie lactée, ici, derrière. Et si je tourne, les étoiles changent en fonction de ma rotation. Donc voilà, l'interface est quand même assez bien finie, assez jolie. Alors, pour vous expliquer comment se servir de Google Earth, je vais dans un premier temps décrire les outils de navigation qui sont présents notamment en bas à droite de la vue. Dans un deuxième temps, je parlerai des fonctionnalités supplémentaires qui se situent au niveau des onglets visibles sur la gauche ici. Alors, pour naviguer dans Google Earth, c'est très simple. On peut utiliser soit la souris, soit un trackpad d'ordinateur portable, soit également sur des structures tactiles comme les tablettes ou les smartphones, ses doigts ou des stylets, ça marche directement. Pour se déplacer, il suffit de cliquer ou de taper avec un doigt sur une structure tactile et de maintenir ce clic tout en déplaçant le doigt ou la souris. Et là, vous voyez que la Terre se met à tourner en fonction des mouvements de la souris. Enfin, du curseur, que ce soit souris ou doigt sur trackpad ou surface tactile. Alors,
Cette action fait donc tourner la Terre selon différents axes. Si je maintiens le clic et si je fais tourner de gauche à droite, je vais me déplacer selon les longitudes et finalement je vais faire tourner la Terre selon son axe de rotation naturelle qui passe par ces deux pôles. Mais je peux très bien aussi faire tourner la Terre selon un autre axe. Si au lieu de déplacer horizontalement, je déplace par exemple en biais, eh bien je vais faire tourner la Terre obliquement selon un axe qui n'est pas son axe de rotation naturelle. Alors une fois arrivé au pôle, ça peut d'ailleurs mener à quelques changements bizarres, et je peux me retrouver face à des vues assez inhabituelles, en tout cas pas familières. Par exemple ici, l'Afrique semble un peu de côté et basculer. Si je veux retrouver les vues familières avec le nord en haut, il me suffit de cliquer sur l'icône de la boussole ici, en bas à droite, et la vue est automatiquement remise avec le nord en haut. Je peux d'ailleurs ajuster l'inclinaison ici de la carte, une fois que j'ai bougé un petit peu, avec cette boussole-là. Mais en cliquant une fois, voilà, ça me remet le nord vers le haut. Deuxième possibilité accessible directement via la souris ou surface tactile, c'est le zoom. Alors pour zoomer, il me suffit de déplacer la molette de la souris vers le haut, ou de déplacer les deux doigts sur surface tactile vers le haut, et ça va zoomer. Pour dézoomer, il suffit de déplacer la molette ou les deux doigts vers le bas. Je peux également zoomer grâce aux outils ici présents. Évidemment, le plus va me permettre de zoomer, et puis le moins va me permettre de dézoomer. Voilà pour les commandes de base, les deux commandes basiques. Alors, j'ai un troisième type de contrôle accessible avec la souris ou les surfaces tactiles, c'est en combinant les clics avec la touche Shift, qui est en général située à proximité de la touche Maj ou Caps sur les claviers. Alors, si je clique sans la touche Shift, vous voyez que l'icône, c'est une main qui permet de tirer la carte dans la direction que je veux. Si je clique tout en maintenant la touche Shift enfoncée, on voit qu'ici on a un figuré qui représente une cible en plus de la main. Alors, il y a deux comportements possibles une fois que j'ai cette cible quand je maintiens la touche Shift enfoncée. Si je me déplace de droite à gauche, en gros, je vais tourner autour d'un axe qui vient vers moi et qui est représenté par cette cible. Alors évidemment, si je m'éloigne de cet axe que j'ai défini en premier, tout en gardant le clic, je vais pouvoir faire tourner éventuellement un peu plus vite la Terre. Donc ça permet notamment de changer l'orientation. Par exemple, si je définis mon axe de rotation au centre de la France, ici, voilà, eh bien je peux faire tourner la France autour de cet axe, à peu près. Alors là, j'ai changé l'axe, je peux revenir ici. Et voilà, et là, j'ai mis la France à l'envers. Donc, c'est en tournant plutôt de gauche à droite que je fais changer l'orientation de la carte. Encore une fois, si je veux revenir à des vues plus classiques, et pas avoir la France centre dessus-dessous, je clique sur la boussole ici, et je retrouve le nord que j'avais perdu, qui est à nouveau en haut. Ça, c'est la première option accessible avec cette touche Shift enfoncée. Si je maintiens la touche Shift enfoncée, mais au lieu d'aller de gauche à droite, je vais de haut en bas, il va y avoir d'autres changements. Alors là, si je vais vers le bas, rien ne se passe pour l'instant, parce que j'ai déjà une vue horizontale. Si je tiens en revanche le curseur vers le haut tout en maintenant Shift, ça va m'aplatir la carte, et je vais voir la surface de la Terre. Alors ici, ça n'a pas trop d'intérêt, puisqu'on ne voit pas trop de détails. L'intérêt de cette manipulation est surtout appréciable quand on est plus proche de la surface, car ça va me permettre de voir en 3 dimensions. Donc, par exemple, si je me rapproche du relief ici, et que j'utilise cette fonctionnalité, je vais voir apparaître le relief en 3D. Alors je peux me déplacer dans le paysage en 3D, en cliquant et en déplaçant mon curseur sans maintenir la touche Shift enfoncée.
Si je veux faire tourner ma vue, si par exemple je veux regarder dans l'axe du lac, non pas vers l'axe de ces montagnes, je peux utiliser à nouveau Shift et faire tourner ma vue dans la direction qui m'intéresse. Comme ceci. Si je veux me déplacer, je peux remonter le lac. Je peux aussi zoomer. Alors si je zoome, ça va me rapprocher de la surface. Vous voyez qu'ici, je me rapproche de la surface du lac. Je peux d'ailleurs voir quelques bateaux là qui sont présents ici sur le lac. Alors, je vois même les petites vagues qui sont présentes sur le lac. Ça vous donne un peu la résolution de ces images-là. Hein. Et je peux regarder aussi sur les côtés en faisant tourner avec la touche Shift. Là, je vois la route qui passe à côté. D'ailleurs, là, il y a certainement même une route ici, puis un chemin de fer. Ici, on peut même reconnaître le chemin de fer avec a priori un tunnel ici, puisque le chemin de fer disparaît. Donc la résolution est quand même de nos jours d'une excellente qualité. Alors, si je veux quitter la vue 3D, deux options. Je peux soit à nouveau appuyer sur Shift et tirer vers le bas jusqu'au bout. Et dans ce cas-là, je reviens à la verticale du lieu et j'ai une vue en 2D. Autre possibilité, c'est d'utiliser le bouton qui est ici. Alors, si j'utilise ce bouton, quand il y a marqué 3D, ça passe du coup en 3D et je réobtiens la vue 3D comme tout à l'heure. Si je veux maintenant quitter la vue 3D, je peux, une fois que je suis en 3D, cliquer sur le même bouton, une fois qu'il est affiché 2D, et je repasse en vue 2D. Voilà, je dézoome pour m'éloigner du relief, je peux remettre le nord en haut, et je retrouve une vue plus classique. Voilà pour la navigation en 2D et en 3D. Alors il me reste deux boutons à expliciter ici en bas à droite. Le premier avec la forme de cible ici, ça permet de zoomer directement sur mon emplacement actuel. Alors ici, j'ai bloqué le suivi de mon emplacement actuel, parce que j'ai pas envie forcément que mon ordinateur sache, enfin que, disons, les services sachent constamment où mon ordinateur se trouve. Mais si on permet l'accès à cette donnée de géolocalisation, Google Earth va zoomer directement à l'endroit où vous vous trouvez actuellement. Assez simple d'utilisation. Dernière possibilité, c'est l'icône avec le petit bonhomme ici, qui est la même que celle présente dans Google Maps. C'est l'option qui permet de passer en Street View. Donc si je clique dessus, apparaissent en bleu les zones où des images Street View sont disponibles. Alors là, vous voyez que la densité de ces zones est extrêmement élevée, par exemple en France. Ça dépend des pays. En Allemagne, par exemple, les zones Street View sont beaucoup plus limitées et limitées notamment aux grandes villes. Alors, si je reviens dans la zone de tout à l'heure, je peux zoomer un peu plus, et là, je vais voir vraiment les zones Street View dans les détails. Donc, vous voyez que là, en l'occurrence, elles suivent des routes, c'est en général le cas. Si je clique sur une de ces routes, par exemple ici, je vais passer avec une transition assez jolie du mode, voilà, je passe à travers les montagnes, mais du mode satellite au mode photo, puisque Street View correspond en fait à un certain nombre de photos qui ont été prises par des véhicules ou par des piétons et mises bout à bout. Donc je peux tourner à 360 degrés sur les vues Street View. Voilà, donc là je suis une route et je peux avoir la vue à 360 degrés. Si je veux me déplacer le long de cette route, il suffit que je clique sur les icônes de déplacement qui apparaissent. Voilà. Alors parfois des croisements sont disponibles et je peux du coup tourner à certains endroits. Pour quitter Street View, je peux appuyer sur la flèche ici pour revenir et je quitte la vue Street View. Si je veux y revenir, je reclique sur le bonhomme. Alors parfois, des intersections sont présentes et je peux choisir aussi où je veux aller. Par exemple, ici, je vais me diriger jusqu'à l'intersection qui se trouve au bout. Et j'aurai non pas
un seul type de curseur disponible, mais ici je vais en avoir deux. Alors les images sont avec une telle résolution que les panneaux de signalisation, par exemple, sont clairement visibles. Donc ici, voilà, on a les directions qui sont clairement lisibles. Et là, on voit que j'ai deux options. Alors je vais tourner à gauche, par exemple. Voilà. Et là, j'ai les photos des montagnes visibles tout à l'heure en vue 3D, mais avec des vues satellites. Là, j'ai directement les montagnes qui sont visibles avec des vraies photographies. Voilà, et là, je peux même prendre le pont qui traverse le lac que j'ai vu tout à l'heure, et je peux suivre cette route autant qu'il me plaît. Voilà pour les vues Street View. Alors, je peux capturer une vue Street View qui m'intéresse et la garder en repère. Par exemple, ici, une fois que j'arrive au niveau de ce pont, je peux décider de garder cette vue. En cliquant ici sur l'icône capturer la vue, je la capture. Je peux l'appeler par exemple pont. J'ajoute ça à un projet que j'avais déjà appelé démonstration et je l'enregistre. Une fois enregistré, je reviens en vue 2D et je vois le repère ici en bleu qui sauvegarde ma vue Street View. Voilà pour les différentes fonctionnalités de base de la navigation dans Google Earth. Je vais désormais parler de ce qui nous reste du côté droit de l'écran, c'est ces informations qui sont affichées ici. Alors on a trois types d'informations, les coordonnées géographiques. Par exemple, si je veux avoir la coordonnée géographique, enfin les coordonnées géographiques du pont qui est ici, si je prends son milieu par exemple, je mets mon curseur au niveau du milieu du pont, et là, j'ai les coordonnées de cet endroit précis qui sont affichées. Donc en l'occurrence ici, je me trouve à 44 degrés nord et 31 minutes, enfin quasiment 32, et je suis également à 6 degrés est et 24 minutes. Si je bouge le curseur, les coordonnées sont mises à jour en temps réel. Ensuite, j'ai l'altitude de la caméra. Alors ça, c'est pas l'altitude du lieu que je regarde, c'est l'altitude de mon œil, entre guillemets, quand je regarde une certaine vue sur Google Earth. Par exemple ici, pour voir à peu près cette image-là, il faut que je me situe à peu près 1800 km d'altitude. Si je dézoome, évidemment, ça sera plus élevé. Là, je suis à peu près à 9500. Quand je suis trop haut en altitude, j'ai pas de données d'altitude, puisque l'altitude, c'est entendu du terrain que je regarde, parce que je suis trop haut. Pour avoir l'altitude du terrain que je regarde, il faut que je zoome un petit peu plus. Et là, je vais retrouver l'altitude qui s'affiche. Donc par exemple, si je mets mon curseur autour de ces zones-là, on voit que l'altitude est autour de 2700, 2800, donc c'est des montagnes qui frôlent les 3000. Si je suis au niveau du lac, le lac est à peu près 784 mètres d'altitude. Voilà pour les informations visibles en bas à droite. Dernières icônes disponibles directement sur la carte, c'est les deux qui sont en bas à gauche. Donc ça, c'est pour créer des points, des repères. Donc par exemple, tout à l'heure, j'ai déjà créé un repère barrage. Il suffit que je clique dessus et je donne un nom à ce repère barrage. Tout à l'heure, quand j'ai enregistré la vue du pont, ça m'a directement créé un repère. Si je veux créer un repère exactement au milieu du pont, je peux en refaire un. Voilà, je l'appelle milieu du pont. Je l'enregistre dans le projet qui est déjà prédéfini. Je peux également enregistrer des lignes. Par exemple, si je veux sauvegarder le pont, je peux créer une ligne avec un point de départ à l'entrée du pont, ici. Je clique une fois. Et en cliquant une deuxième fois et même avec un double clic pour terminer l'enregistrement, je définis ici le pont. Je mets le pont en entier. C'est un objet forme de ligne. Je peux également définir des surfaces. Par exemple, si je fais le tour du lac en faisant plusieurs points, et si mon dernier clic se fait au même endroit que mon premier clic, ça va me fermer la forme
et je vais du coup créer un polygone au lieu d'une simple ligne. Voilà ce qu'il est permis de faire grâce à ces deux icônes en bas à gauche. Alors, je vais passer désormais aux fonctionnalités accessibles via les onglets qui sont ici sur la gauche. Le premier onglet est assez intuitif, c'est une barre de recherche qui permet de trouver un lieu précis. Par exemple, je veux aller voir la ville de Bourges en France. Alors des fois, il y a plusieurs résultats, je sélectionne celui qui m'intéresse et la vue va se centrer sur le résultat de ma recherche. Alors, un des avantages de Google Earth par rapport aux systèmes d'information géographiques nationaux, comme Géoportail pour la France par exemple, c'est d'être valable dans le monde entier. Si je veux étudier le paysage et le terrain de la France, je peux également utiliser Géoportail, mais l'avantage de Google Earth, c'est qu'il permet de naviguer à la fois, d'un coup, sur toute la planète Terre, sur tous les pays différents. L'avantage des différents géoportails nationaux qui existent pour la plupart des pays développés, c'est qu'ils offrent d'autres outils cartographiques comme des cartes topographiques, des cartes anciennes ou des cartes géologiques, des choses comme ça qui ne sont pas accessibles via Google Earth. Google Earth offre simplement des vues satellitaires liées parfois à des vues 3D. Alors une fois que j'ai trouvé un lieu, parfois je peux avoir des informations supplémentaires en cliquant en haut à droite. Voilà, j'ai quelques données sur cette ville ici. En général, les données sont tirées de Wikipédia. Si je veux ouvrir la page Wikipédia qui sert de base à ces informations, je peux cliquer sur le lien et j'ai directement la page Wikipédia liée à Bourges ici. Voilà, donc je peux voir a priori qu'il y a un marais ici, présent à Bourges. Je reviens sur la vue Google Earth, je quitte cette page. Voilà. Alors, si je prends les onglets qui sont disponibles à gauche, il y a en deuxième un explorateur. Alors, si je clique dessus, vous voyez que ça propose des itinéraires thématiques, par exemple les animaux d'Afrique ou les musées du monde, pour faire des voyages virtuels sur Google Earth en fonction de quelques thèmes prédéfinis. Donc en suivant ces propositions, voilà, on a un itinéraire présent dans Google Earth avec des photos, des vues 3D, des itinéraires proposés selon les thématiques. L'onglet suivant, j'ai de la chance, fonctionne un peu de la même façon et propose quelques lieux dignes d'intérêt à visiter virtuellement avec cet outil. Je ne vais pas parler de ces deux fonctionnalités car elles ont un but plutôt de divertissement et pas vraiment d'analyse et d'études géographiques ou géomorphologiques. L'onglet projet, je vais en parler à la fin, je le laisse de côté pour l'instant. J'en viens à l'onglet style de carte. Alors en appuyant sur style de carte, j'ai plusieurs possibilités d'affichage de ma carte. Ici, je vois que j'ai quelques noms affichés, par exemple les villes principales, et puis quand je zoome également des noms de lieux caractéristiques. Donc ici une cathédrale, je peux avoir, si je me déplace, voilà, des noms de lieux dits autour. Donc en général des villes, des villages, et des lieux assez caractéristiques. Si je veux uniquement la vue satellite sans les noms, je peux appuyer sur l'option vierge. Dans ce cas-là, j'ai uniquement la photo satellite. Si je veux plus d'informations, je peux appuyer sur l'option tout. Et dans ce cas-là, en plus des noms, ça m'affiche aussi les routes, par exemple, avec leur nom officiel. Ici, on a, par exemple, la départementale 976. Alors, je vais rester en mode exploration pour l'instant. Je peux personnaliser, si je le souhaite, ces vues-là en cochant ce qui m'intéresse dans les détails. Par exemple, frontières et légendes, je peux choisir si je mets les pays, les provinces, les municipalités, les quartiers, etc. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails de ceci, je vais garder exploration pour l'instant. 3 autres options sont disponibles dans cette vue, et je vais les expliquer maintenant. Je peux activer les bâtiments 3D. Alors par exemple, si je zoome sur le centre de la ville de Bourges, et si je passe en vue 3D, ici, eh bien,
La vue est assez peu intéressante puisque la région est relativement plate et je vois quelques collines au fond, mais sinon rien de très intéressant selon cette vue. Par contre, pour certains bâtiments qui sont d'intérêt historique remarquable, des photos ou des images satellites de très bonne qualité ont été prises afin de reconstituer des modèles 3D accessibles avec cette option-là. Donc si j'active l'option afficher les bâtiments en 3D, vous voyez qu'en l'occurrence, la ville de Bourges est éligible avec cette vue-là, et notamment parce que elle présente en son cœur une très belle cathédrale que voici. Donc la vue 3D est relativement bien détaillée et permet de voir les détails architecturaux de cette cathédrale-là. Alors les données sont mises à jour assez régulièrement. Par exemple ici, on peut voir que a priori une structure couverte prend place à peu près au milieu du toit de la cathédrale. Donc très certainement, il y a actuellement, ou dans les mois passés, il y a eu des travaux de restauration au niveau du toit de la nef de cette cathédrale. Voilà pour les bâtiments 3D. Alors évidemment, ils ne sont pas disponibles partout. C'est uniquement pour les bâtiments les plus remarquables que cette option est disponible. Alors j'enlève l'option pour passer à la deuxième, qui est activer les nuages animés. Donc ça permet de voir les nuages sur la vue de la Terre. Alors pour les voir, il faut dézoomer suffisamment pour passer au-dessus de la couche de nuages. Et les voici qui apparaissent. Alors on voit qu'ils sont animés. Alors ils ne sont pas animés au hasard et ni présents au hasard. Cette animation correspond à ce qu'ont vu les satellites au cours des dernières 24 heures. Donc par exemple, ici, au cours des dernières 24 heures, il y a eu un nuage assez particulier, sous forme longiligne, qui était présent sur le nord de la Russie. Il a disparu ensuite au bout de quelques heures. Si je regarde dans une autre zone, par exemple ici, je vois qu'il y a un gros cyclone qui est en train de se développer sur le golfe du Bengale. Et on voit dans l'animation d'ailleurs qu'il se dirige vers les côtes orientales de l'Inde. Donc très probablement que dans les prochaines heures ou dans les prochains jours, cette partie de l'Inde va être touchée par ce cyclone. Donc une option intéressante si on s'intéresse à la météorologie. Si ce n'est pas le cas, on peut l'enlever pour plus de lisibilité. Dernière option ici disponible, c'est le quadrillage. Si je l'affiche, ça met sur le globe les différents parallèles et méridiens avec les latitudes et les longitudes associées. Par exemple, ici, j'ai le méridien de Greenwich qui est représenté en un peu plus épais. Donc c'est le méridien 0 qui passe à peu près par Londres. Et ici, j'ai le tropique du Cancer, également l'équateur qui est visible. J'ai aussi tous les autres parallèles. Par exemple, celui-ci, c'est le 5 degrés nord, un peu plus au nord que l'équateur. Ici, par exemple, au niveau du Cap-Vert, j'ai à peu près le méridien 25 ouest qui passe. Ça peut être assez utile pour se repérer rapidement en fonction du travail qu'on a à faire. Ici, je l'enlève à nouveau pour plus de clarté. Voilà comment naviguer dans Google Earth avec ces différentes options d'affichage. Alors, le dernier onglet, le plus en bas parmi ceux qui sont à gauche, c'est l'onglet de mesure, qui permet de mesurer à la fois des distances et des surfaces. Alors, rendons-nous dans un lieu au hasard, par exemple Ushuaia, en Argentine. Donc c'est une ville qui est située à l'extrême sud de l'Amérique du Sud et qui fait face à un bras de mer que voici. Alors d'ailleurs, si on veut avoir une idée de ce bras de mer, voilà, on peut cliquer sur les zones où des photos sont disponibles. Voilà à quoi ressemble ce bras de mer. Ici, on a un phare. Si je veux mesurer la largeur moyenne de ce bras de mer, je peux utiliser l'outil de mesure qui est là. Donc en cliquant sur le bord de ce bras de mer et en cliquant sur le bord opposé, même en double-cliquant pour terminer ma mesure, j'ai mesuré la largeur à ce niveau-là et je sais que c'est à peu près 5000 mètres, soit 5 km. Je peux utiliser l'unité qui m'intéresse, j'ai le système métrique, mais également le système impérial, si jamais c'est nécessaire.
Je peux copier le résultat de la mesure pour éventuellement le coller dans un traitement de texte ou autre. Si je veux refaire une mesure, je peux cliquer sur ici, mesure une distance, ça me remet à 0, et j'ai à nouveau le curseur disponible pour une mesure. Alors, je peux mesurer des segments, mais également des lignes multisegments. Par exemple, si je veux mesurer non pas la largeur de ce canal, mais sa longueur. Je peux partir de son entrée ici, et je peux définir autant de segments que je le souhaite, tout en me déplaçant, et je peux mesurer finalement la longueur totale de ce bras de mer. Donc ici, il se divise en deux, je choisis la partie méridionale par exemple, et ici, j'atterris dans un golfe, voilà, là, je peux considérer que je reviens en mer. Donc je double-clique, et j'ai la longueur totale de ce bras de mer, de ce chenal, qui est ici de 250 km environ. Alors je peux également mesurer des surfaces ou des périmètres. Alors il n'y a pas d'outil séparé, c'est exactement le même outil, simplement, comme évoqué précédemment, si je double-clique, ou même si je simple-clique d'ailleurs, sur le premier point que j'avais établi, ça va me fermer la ligne que j'avais créée, et ça va me convertir ceci en polygone pour mesurer du coup sa surface et son périmètre. Si par exemple je veux connaître la surface ici de l'Isla Nueva, je peux réutiliser l'outil mesure en délimitant les bords approximativement de cette île. Alors voilà, on peut être plus ou moins précis en fonction du nombre de points qu'on désire positionner. Ici, je fais un travail relativement grossier parce que je ne veux pas y passer trop de temps. Voilà, et là, je vais venir sur le premier point que j'avais créé, et vous voyez qu'il y a une fenêtre fermer la forme qui apparaît. Si j'appuie, ça me ferme la forme, et je sais au final que cette île a une surface d'environ 117-118 km² pour un périmètre d'une cinquantaine de kilomètres. Voilà pour l'outil de mesure, qui peut être très utile selon le type d'étude qu'on a à faire. Il me reste une dernière chose à expliquer dans Google Earth version Chrome, c'est la gestion des projets. Les projets permettent de sauvegarder un certain nombre de repères, de lignes, de surfaces, etc. qui ont été créés. Par exemple, dans le projet démonstration de tout à l'heure, j'ai mis en mémoire le lac que j'avais délimité, le pont, le milieu du pont que j'ai créé tout à l'heure, le pont en entier, etc. Si je souhaite ajouter des photos à un repère particulier, je peux cliquer sur son nom, par exemple, pont, et avec l'icône d'un stylo pour le modifier, j'ai accès à des modifications. Par exemple, je peux changer son nom, je peux ajouter une description. Par exemple, ici, je peux ajouter pont qui enjambe le lac de Serre-Ponçon. Je peux changer également l'icône si je veux, par exemple, mettre une icône avec une étoile comme ça. Je peux également choisir sa couleur, si je veux mettre en bleu. Voilà, j'ai un certain nombre d'options de personnalisation qui sont disponibles. Je peux également rajouter une photo. Donc je peux avoir déjà une photo dans mon ordinateur ou en chercher sur Internet, par exemple. Donc si je fais Google recherche d'images, si je tape par exemple pont Savine, je peux avoir des images de ce pont. Admettons que celle-ci m'intéresse. Je peux la sélectionner et la rajouter ici, en lien avec le repère que j'ai pris. Si je reviens à la vue normale, on voit que l'icône a été mise à jour selon mes modifications, et si je clique dessus, je vais obtenir la photo que j'avais enregistrée pour ce repère. Donc ça permet d'intégrer un certain nombre d'informations, à la fois textuelles et visuelles, qui sont très bien géolocalisées en fonction des positions que j'ai mis. Je peux également, avec l'onglet Projet,
ouvrir des fichiers préenregistrés. Alors, soit à gérer dans le Drive, soit c'est ce qui est permis plutôt par l'option intégrée dans Chrome, soit également des fichiers KML qui existent depuis déjà la version Google Earth séparée, en application séparée, et qui existent toujours aussi dans Google Earth Pro. Donc si par exemple je veux charger un fichier KML existant, que j'ai sur mon ordinateur, je peux en prendre un, par exemple celui-ci. Alors les fichiers trop complexes, comme déjà évoqué, sont assez mal gérés par la version de Chrome, et je conseille d'utiliser la version Pro pour gérer ce genre de fichiers KML complexes. S'ils sont relativement simples, avec simplement des repères, des lignes, voire des surfaces, sans des images calquées sur la surface par exemple, je peux sans problème les lire dans Google Earth version Chrome. Ici par exemple, j'ai la méridienne qui avait été mesurée par Delambre et Méchain, avec les différents points utilisés pour leur triangulation. Je peux, sur un fichier KML existant, modifier les repères qui ont été placés à ma convenance, rajouter des photos, etc. Voilà pour la gestion des projets qui intègrent notamment les fichiers KML qui existaient déjà depuis longtemps avec les différentes versions de Google Earth Pro. Voilà, j'ai fait le tour des fonctionnalités qui sont accessibles avec Google Earth Pro dans Chrome. Dernier petit détail, si j'appuie sur l'icône paramètres, ici, je peux reprendre les onglets qui étaient déjà présents tout à l'heure, comme explorateur, projet, style de carte, etc. Je peux activer ou non les photos. Donc si j'active les photos, toutes les photos qui ont été prises dans la zone vont apparaître petit à petit en fonction du chargement. Par exemple ici, voilà, tous les ronds qui apparaissent correspondent aux photos qui ont été géolocalisées et que je peux ouvrir. Ici, par exemple, si j'ouvre celle-ci, ça me donne une idée du paysage qui est présent dans la zone. En général, pour plus de clarté, il vaut mieux les enlever, sauf si on recherche spécifiquement des images à un endroit précis. J'ai également quelques paramètres supplémentaires ici que je vous laisse découvrir par vous-même, mais qui ne sont pas essentiels à la navigation. Voilà comment utiliser Google Earth intégré dans Chrome. J'espère qu'il vous sera utile pour vos explorations futures de notre belle planète, tout en restant devant votre écran.